Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est arrivé à Luanda ce lundi 25 septembre 2017. À Luanda donc, où il prendra part ce mardi 26 septembre à la cérémonie d'investiture du président élu de l'Angola, son Excellence M. João Manuel Gonçalves Lourenço. Le chef de l'État regagnera Abidjan ce mardi même 26 septembre. Le général Philippe Mangou est à la barre depuis hier, lundi 25 septembre, dans le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Le général Philippe Mangou a commencé son témoignage en tant que témoin à charge contre l'ex-président ivoirien. Philippe Mangou est intervenu sur le fonctionnement de l'armée et son rôle à lui en tant que chef d'état-major des armées. À cette époque, son audition qui a débuté hier lundi se poursuivra jusqu'au 13 octobre prochain. L'opération Épervier 3 est en ses ailes dans la commune d'Adjamé. La police nationale prend pied à Adjamé Mirador. C'est l'un des témoignages clés dans le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Philippe Mangou, ancien chef d'état-major de l'armée sous le régime de l'ex-président ivoirien, a été auditionné ce lundi 25 septembre. Annoncé depuis des mois pour être entendu, Philippe Mangou était l'un des acteurs importants de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Son témoignage était très attendu. Lors de la crise post-électorale, le chef d'état-major que j'étais était à l'état-major dans un centre opérationnel qui lui est propre, le CPCO, qui est le centre de planification et de coordination des opérations. Ma guerre à moi, je la faisais sur la carte en fonction des renseignements terrain que me donnait Conan Boniface sur le théâtre des opérations et le général Deto Leto en ce qui concerne la gestion des unités au niveau d'Abidjan. Philippe Mangou est intervenu également sur les missions du Centre de commandement des opérations de sécurité SECOS, le fonctionnement de l'armée, en expliquant les responsabilités liées à son ancien poste en tant que chef d'état-major des armées. Dans ce procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, incarcéré à La Haye, Philippe Mangou est un témoin à charge. La police nationale poursuit l'opération Épervier 3 de sécurisation des personnes et des biens. Hier matin, dans la commune d'Adjamé, plus précisément à Adjamé Mirador, les forces de sécurité ont mené une action qui a permis la saisie de plusieurs plaques d'immatriculation fantaisistes, les véhicules aux vitres teintées non d'origine et l'interpellation de fabricants des plaques d'immatriculation. Le reportage est signé Abou Sanogo. L'opération Épervier 3 est en ses ailes dans la commune d'Adjamé. La police nationale prend pied à Adjamé Mirador. Objectif, lutter contre les véhicules à plaques minéralogiques fantaisistes et les véhicules à vitres teintées et démanteler les réseaux de fabrication des dites plaques. Cette traque contre ces véhicules fait partie de l'ensemble des opérations d'envergure de la police nationale pour combattre la criminalité sous toutes ses formes. Les véhicules aux vitres teintées sont des véhicules souvent utilisés par les malfrats pour commettre des infractions. Tant qu'il y aura des vitres teintées, non d'origine, qui vont circuler, ils sont en infraction, donc on va toujours les traquer. Désormais, vous qui roulez avec vos noms sur les véhicules, vous qui roulez avec les plaques banalisées, il n'y aura pas de pitié pour vous. Pour ce début d'opération, différentes plaques d'immatriculation, notamment des plaques diplomatiques, militaires, étrangères, ivoiriennes et personnalisées ont été saisies. Certaines sont même fabriquées sur des matières plastiques. Plusieurs véhicules aux vitres teintées également saisis, les fabricants interpellés. À ce lot s'ajoutent les engins à deux roues, les tricycles et les gbaka, tous saisis pour incivilité. Les tricycles sont interdits de circulation sur les grands axes. On les trouve souvent sur le VGE, c'est pas normal. Il y en a même qui transportent des gens. Donc les tricycles qu'on va apercevoir dans la circulation en train de transporter des gens en plein plateau, on va donc les sanctionner.
Cette opération menée sur instruction du directeur général de la police nationale, supervisée par le préfet de police d'Abidjan, a mobilisé les éléments de la division de l'ordre public et la sécurité routière, l'unité de régulation de la circulation, le groupe mobile d'intervention et la brigade de lutte contre l'incivilité. Le Conseil économique et social abrite depuis hier matin un atelier sur les nouvelles formes de violence et de radicalisation des jeunes en Côte d'Ivoire. Cette rencontre qui s'achève aujourd'hui sera l'occasion de passer au peigne fin tous les maux liés notamment à toute forme d'agression et de violence perpétrée sur les populations en vue de trouver des solutions pour lutter contre ce fléau. L'initiative est du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Grace Kando. Viol, agression, casse, pillage et enfants en conflit avec la loi sont entre autres problèmes auxquels sont confrontées les populations. Aujourd'hui, il y a des quartiers qu'on ne peut plus fréquenter comme on le faisait d'habitude. Les gens agressent, on arrache même des sacs, ton portable. Dans certaines communes, quand tu arrives même, il faut vraiment attraper ton portable. Souvent, on te gifle même pour prendre. Ces faits sont qualifiés de nouvelles formes de violence par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Pour comprendre et traiter les causes de ces maux, un atelier se tient à Abidjan en vue de trouver des solutions adaptées. De toutes les analyses, il convient de comprendre qu'il y a un fort malaise au niveau du traitement du sujet de la violence des jeunes. Cet atelier viendra certainement soit reconforter les gouvernants que nous sommes sur les outils que nous utilisons ou bien nous amener à nous poser la question à l'effet de pouvoir redessiner d'autres nouveaux outils pour pouvoir adresser au mieux ce sujet. Société civile, guides religieux, représentants d'institutions, tous comptent apporter leur contribution dans le cadre de la lutte contre ces nouvelles formes de violence. Certains conseillers travailleront pour apporter leur expérience. Nous sommes là pour donner des conseils à l'exécutif. Nous devons collaborer pleinement pour que ces solutions soient acceptées, non seulement par les victimes, mais aussi par les enfants eux-mêmes. En tant que religieux, nous allons contribuer donc à ce travail en sensibilisant davantage au niveau des lieux de culte, les temples, les églises, les mosquées, les jeunes, pour que les enfants soient mieux éduqués et pour qu'ils évitent donc de penser à ce genre de choses. Violence en milieu estudiantin, extrémisme, djihadisme sont entre autres thématiques qui seront abordées au cours de cette rencontre. Elle est un des exemples de la réforme de l'enseignement supérieur. Créée il y a à peine un an, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire accueille sur sa plateforme de formation 3346 étudiants en informatique. Des cours à distance qui viennent accroître la capacité d'accueil des nouveaux étudiants de l'enseignement supérieur. Quelle est cette autre manière d'enseigner? Quel est son mode de fonctionnement? Et surtout, quelle crédibilité? C'est un dossier, il est signé Salima Toudia et Christelle Menant. Chers amis étudiants, je suis Dr Lobo, communicologue en sciences de l'information et de la communication. Je vais vous entretenir sur le sujet Initiation aux médias sociaux. Ce sera le cours que Ce module, en cours d'enregistrement, sera diffusé à environ 3000 étudiants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Parmi eux, Yao, étudiant en première année d'informatique. Les cours sont simplifiés et toujours disponibles parce qu'on reçoit les cours sous forme de fichiers, donc on peut les revoir autant qu'on veut. Comme lui, plus de 3000 étudiants suivent ces cours à distance. 25% d'entre eux vivent à l'intérieur du pays. À 59 km d'Abidjan, Yves est aussi étudiant à l'UVCI. Depuis son domicile à Bonoua, il accède à environ 9000 ressources d'enseignement et d'apprentissage disponibles sur la plateforme de formation. Cela à l'aide d'un kit d'accès à la connectivité disposant d'1 giga de volume Internet offert par l'université. Avec 200 francs, je vais sur la plateforme de l'université virtuelle et télécharge mes cours sous forme de fichier PDF et j'essaie de bosser jusqu'à ce que, à la fin de la semaine, arrive pour faire mes devoirs ensuite. Loin des amphithéâtres souvent combles, les cours sont dématérialisés. Place au numérique éducatif dans l'enseignement supérieur. 23 enseignants nationaux et 5 enseignants associés issus d'universités étrangères co-construisent les cours. Il n'y a pas que seulement les enseignants qui participent donc au process de formation. On a besoin d'accompagnateurs pédagogiques, qu'on appelle aussi les tuteurs. Et le tuteur est chargé de suivre ces devoirs-là. Est-ce que ces devoirs sont rendus à temps?
faire le bilan pour savoir qui sont ceux qui n'ont pas rendu les devoirs, pour pouvoir les relancer et savoir la cause principale donc, qui les a poussés à ne pas faire ces devoirs. En plus des devoirs en ligne chaque semaine, les étudiants se rendent à l'université 2 fois par an pour une évaluation présentielle. Cette dernière compte pour 70% dans la note finale. Les devoirs à distance, c'est pour Yves, du côté de Beaunois, un véritable problème. Quand je suis sur la plateforme pour faire mes devoirs, la connexion se coupe et je n'arrive pas à terminer les devoirs. Je suis obligé de sortir, aller au cyber, de connecter et puis bon, terminer les devoirs ensuite. Une connexion au cybercafé qui lui revient 200 francs l'heure. Une modique somme qu'il demande à sa mère 1 à 2 fois par semaine. Bonjour Yves. Essayez pas avoir 200 francs, aller au cyber, télécharger. Pour cette maman commerçante, la balance coût du transport et coût de connexion Internet est vite faite. Et le gain fort apprécié. Même si au départ, les appréhensions étaient nombreuses. Les gens nous ont dit non, qu'il ne va pas avoir quelqu'un pour l'expliquer. On balance les cours comme ça et puis c'est pas réel. Quand j'ai su qu'il peut rester ici et suivre son cours, j'ai été soulagée parce que le transport coûte cher, 2500 par jour et l'Internet 500 francs. Je trouve que c'est bon. Au cybercafé, Yves retrouve Guy, un autre étudiant de l'université virtuelle. Au-delà des avantages économiques, certaines préoccupations plus pédagogiques demeurent pour lui. C'est vrai que nous recevons le cours en ligne, mais pour les travaux dirigés, nous avons besoin d'être en présentiel afin de mieux comprendre les cours. Yao, Yves et Guy font partie de la première promotion de ce campus numérique créé il y a moins d'1 an. 4 filières en informatique pour le moment. À la clé, une licence, une maîtrise ou un doctorat, de quoi rassurer un recruteur en informatique. Cette université est crédible en termes de contenu de formation, qualité de formation aussi des étudiants qui sont formés. Aujourd'hui, au niveau du club des DSI, nous sommes environ 300 directeurs des systèmes d'information. Nous sommes prêts à recruter des étudiants diplômés de cette université. Moins sensible aux perturbations académiques, le campus numérique est une solution complémentaire pour le ministère de l'Enseignement supérieur. Il augmente la capacité d'accueil de l'enseignement universitaire, mais il s'avère déjà nécessaire de le rendre accessible à davantage d'étudiants en y intégrant d'autres filières de formation. Nous devons être à même de mettre en place des formations pour les autres catégories, n'est-ce pas, de la population. Des formations pour peut-être les jeunes mécaniciens, des formations pour les paysans. Autre perspective en vue, la mise en place de structures légères dans les grandes villes afin de rapprocher l'université virtuelle de Côte d'Ivoire de la population estudiantine en continuelle croissance. Reportage signé Salima Toudia et Christelle Menant. L'actualité internationale, en bref, ambiance un peu particulière hier lundi au palais de justice de Libreville au Gabon. Un message diffusé sur les réseaux sociaux annonçait la tenue du procès de l'ancien député du parti au pouvoir, Bertrand Zibi, qui avait démissionné de façon très spectaculaire devant le président Ali Bongo en pleine campagne électorale dans sa circonscription. Bertrand Zibi avait rejoint l'opposition et avait été interpellé au QG de Jean-Ping dans la nuit du 31 août 2016. Son procès est très attendu, mais en fait, ce lundi, il était simplement présenté devant un juge d'instruction. Depuis samedi 23 septembre, le groupe armé 3R du général Sidiki a investi la ville de Bokaranga dans le nord-ouest de la Centrafrique. 3R, qui se présente comme protecteur des éleveurs Peul, est régulièrement accusé d'exaction. La MINUSCA est présente à Bokaranga, mais n'a pas empêché l'incursion de 3R. 3 jours après, il est toujours impossible d'établir un bilan des morts et des blessés. Quant à la population, elle s'est volatilisée. João Lourenço doit être intronisé ce mardi en tant que nouveau président de l'Angola. Il prend la tête du pays après 38 années de règne de José Eduardo dos Santos, général à la retraite. João Lourenço avait été désigné comme dauphin. La victoire du parti au pouvoir MPLA aux élections générales d'août a confirmé le passage de relais. Une page se tourne donc, même si le pays ne devrait pas s'en trouver bouleversé.
Les Kurdes d'Irak ont voté massivement hier lundi lors du référendum pour leur indépendance avec un taux de participation de 72%. Les résultats officiels sont attendus ce mardi soir, mais il ne fait aucun doute qu'ils seront pour le oui. Malgré les menaces de Bagdad et les pressions de la communauté internationale, les Kurdes se sont exprimés et ils ont fait la fête lundi soir dans les rues d'Erbil. Et puis, pour terminer, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères accuse le président Trump d'avoir déclaré la guerre à son pays par des propos tenus au cours du week-end. Ri Yong-ho a ajouté que Pyongyang se réservait le droit de riposter, y compris en abattant des bombardiers américains qui ne se trouveraient pas dans son espace aérien. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez toujours sur la chaîne qui rassemble.